Bonjour. À 6 mois des élections présidentielles, c'est véritablement la foire. Alors que les responsables politiques de tous bords font des pieds et des mains pour être investis et devenir calife à la place du calife, je voudrais poser ici quelques questions qui concernent la vraie vie, celle dans laquelle se débattent des millions et des millions de nos concitoyens. Emmanuel Macron vient d'annoncer un plan de 30 milliards d'euros d'ici 2030 pour relancer l'industrie, pour renouveler le parc automobile, pour créer l'agriculture robotisée, pour instaurer la justice sociale et pour renouveler les ressources énergétiques en multipliant les microcentrales nucléaires, dit-il. Une série de en même temps à s'en mêler franchement les pinceaux. Macron, par exemple, chante de la mondialisation qui a détruit notre industrie, partisan maintenant de sa relance. Fallait oser tout de même, non ? Emmanuel Macron omet d'indiquer qu'il a envoyé à l'Union européenne, comme cela lui a été demandé, la feuille de route qu'il compte suivre et qui comprend des mesures beaucoup plus simples et radicales. Il s'agit, je cite, de suivre des politiques économiques saines et un programme de réforme ambitieux, ce qui en d'autres termes signifie la volonté de faire payer au peuple les conséquences de la crise sanitaire, de la crise économique et de la crise sociale. N'est-ce pas de la part du chef de l'État, candidat à sa propre réélection, un peu, même beaucoup, se moquer du monde, non ? Face aux promesses qui n'engagent que ceux qui veulent bien y croire, parlons donc de la vraie vie. Ils avaient tous prévu de tenir jusqu'au printemps prochain sur le grand remplacement, sur les prénoms étrangers, sur la confusion musulman-intégriste ou encore sur le réchauffement climatique. Mais les choses sérieuses ne risquent-elles pas de bouleverser ce petit train-train politico-électoral ? D'abord, la nouvelle bulle financière, qui s'annonce plus grave qu'en 2007-2008, conséquence des sommes astronomiques déversées sur les marchés financiers par les banques centrales. En Chine, par exemple, des compagnies immobilières gigantesques déposent le bilan en cascade après faillite, faisant craindre un effondrement du château de cartes, non seulement dans le pays du dragon, mais dans le monde entier. N'est-ce pas l'époque de la mondialisation heureuse, refrain commun à la gauche comme à la droite, qui est en train de tourner la page ? Celle qui, depuis Mitterrand, nous a entraînés du tournant de la rigueur au traité de Maastricht, de la désindustrialisation à la destruction des entreprises et services publics, des privatisations en cascade au traité de Barcelone qui, je vous rappelle, préconisait déjà l'augmentation de l'âge de départ en retraite et la refonte des régimes de retraite. Ne serait-il pas urgent de se pencher sur la réalité qui nourrit les souffrances, qui crée les mécontentements et qui est le ferment de la lutte des classes ? Les Français sont préoccupés d'abord par le pouvoir d'achat. La vraie vie, c'est le gaz qui a pris 30% depuis mai, l'essence 16% depuis le début de l'année, les produits alimentaires 8% et dans la même période, les mutuelles 4%. La vraie vie, c'est l'Union européenne, ces lois qui ont imposé la privatisation et la destruction des monopoles publics, la concurrence qui devait faire baisser les prix, rappelez-vous. Et rappelez-vous, avec EDF, on voit ce qu'il en est. Les chiffres donnent le vertige. Depuis la privatisation, le gaz a pris 80%. L'électricité 60%, les autoroutes 20%. Cela ne devrait-il pas faire réfléchir sur la nécessité de rendre à la nation ce qui lui a été confisqué par quelques intérêts financiers ? Tiens, les autoroutes par exemple. Les tarifs continuent d'augmenter. Cela ne pose-t-il pas le problème de leur nationalisation ? Ça coûterait cher, objecte-t-on. Mais lorsque les actionnaires se sont gavés durant des années sur le dos des Français, doivent-ils encore vraiment être indemnisés ? Le petit actionnaire peut-être, mais le gros, les fonds financiers, il ne faut pas exagérer tout de même, non ? La vraie vie, ce sont les marges sur les produits de première nécessité qui ont explosé. Sur les bouteilles d'eau, sur le café, sur les pâtes par exemple. Quant aux fruits et légumes bio que les ministres de la Santé successifs nous vantent comme une évidence, la grande distribution applique des marges qui dépassent de 75% celles qu'ils réalisent pour les fruits et légumes de l'agriculture chimique. La vraie vie, c'est le gouvernement, par la voix du Premier ministre Jean Castex, qui annonce le déblocage de 100 € pour les personnes gagnant moins de 2 000 € par mois. Merci à la période électorale pour cette générosité soudaine. On apprend à l'occasion que plus de 38 millions de Français sont concernés. 38 millions donc à moins de 2 000 € par mois. C'est ça la vraie vie. Ce sont 80% des Français qui gagnent moins de 2 800 € par mois. 30% moins de 1 500, 10% moins de 1 200 €. La vraie vie, ce sont plus de 10 millions de citoyens qui se trouvent en dessous du seuil de pauvreté. Le constat est imparable. Des millions de nos concitoyens ne savent pas comment finir le mois, comment manger à partir du 20, comment se chauffer, comment se déplacer et autres obligations de la vie quotidienne. La première question qui en découle, c'est donc celle des salaires. Et puis la seconde, c'est celle de l'intervention de l'État, dont une des premières mesures pourrait être un contrôle et le blocage des prix de l'énergie et des produits alimentaires nécessaires pour vivre. Pourquoi refuse-t-il telle mesure ?
simplement parce qu'elle signifierait l'opposition dans les faits à la fameuse concurrence libre et non faussée. N'est-ce pas l'exemple de Robespierre et des sans-culottes de 1793 qui serait bon à suivre? L'exemple du Front populaire, l'exemple du Conseil national de la résistance défait en 1986 par le gouvernement de Jacques Chirac sous la présidence de François Mitterrand, qui pondait une ordonnance sur la liberté des prix et la libre concurrence, qui annonçait la concurrence libre et non faussée. La vraie vie, allez, on continue. Eh bien, la vraie vie, c'est le combat des ouvriers de dizaines d'entreprises qui produisent, font des bénéfices, mais pas assez aux yeux des directions générales qui veulent licencier tout le monde et délocaliser sous des cieux où le coût du travail, comme ils disent, est plus favorable au profit des actionnaires. Quelle légitimité reconnaître? Celle des actionnaires qui se goinfrent ou celle des travailleurs qui sont au cœur de la production et y font vivre leurs familles et des régions entières? La réponse n'appelle-t-elle pas une mesure claire, précise? La nationalisation, si les actionnaires veulent partir, ils le peuvent, bon vent. Mais les usines, les locaux, les machines restent. Et les travailleurs avec. La vraie vie, c'est aussi la volonté majoritaire de démocratie, mais sans souveraineté, sans la possibilité de décider nous-mêmes de nos propres affaires. Si les décisions sont prises ailleurs, à Bruxelles par exemple, par la Commission européenne, est-il raisonnable de parler de démocratie? Les institutions de la Ve République, qui concentrent le pouvoir dans les mains d'un seul homme, sont de plus un véritable obstacle à l'exercice de la démocratie. Le terme n'est plus que l'habillage d'une dictature, à peine camouflée. La démocratie ne demande-t-elle pas que le pouvoir soit remis dans les mains du peuple, de la représentation nationale, que chaque décision européenne qui nous engage soit d'abord débattue et acceptée par notre Parlement à l'issue d'un débat public véritablement démocratique? Que l'Union européenne soit soumise à la volonté des nations et non l'inverse. Que les nations libres décident librement de coopérer ou pas, mais que nul ne puisse leur dicter une conduite contraire à leurs propres intérêts. La vraie vie est assez simple en fait. Elle se nomme entre autres lutte des classes. Les gilets jaunes, durant le quinquennat d'Emmanuel Macron, en ont fait une merveilleuse illustration. C'est de cela, de la lutte des classes, que le pouvoir a peur. C'est cela que le système redoute. C'est la volonté de la majorité du peuple de gagner une vie décente, ni plus ni moins, de modifier la vie, la vraie vie, de pouvoir vivre, tout simplement. C'est cette volonté qui effraie les dominants. Voilà, je voudrais vous remercier pour votre fidélité, pour l'intérêt que vous êtes toujours assez nombreux à porter à ces vidéos qui demandent du temps, du travail, de l'énergie, de l'investissement. Vous pouvez me retrouver ainsi que certains de mes amis sur le site La Sociale qui publie articles d'actualité mais aussi analyses et réflexions. Et avant de vous quitter, je vous invite à nouveau à cliquer sur le petit pouce bleu pour permettre à cette vidéo d'être mieux référencée. C'est quelque part en bas là, sur l'écran. Je vous invite à vous abonner pour être informé des nouveautés, vous abonner à cette chaîne et à faire connaître cette chaîne autour de vous. Voilà. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Portez-vous bien et à la prochaine.